On va recevoir immédiatement Jean-Pierre Colombiès, ancien policier. Vous allez voir, j'aime beaucoup Jean-Pierre Colombiès parce que il a un franc-parler qui est toujours extrêmement intéressant. Allez, on enchaîne. Le clairon. Allez, on continue cette matinale Tocsin Média. N'hésitez pas à partager. Vous êtes plus de 1100 sur YouTube. N'hésitez pas à partager maximum. Mettez des pouces et commentez aussi. Posez-moi vos questions parce que j'ai les commentaires juste là. Donc, je vois ce que vous me dites et j'essaierai de répondre, bien sûr, et surtout poser vos questions à Jean-Pierre Colombiès. Il y a tous les invités tout au long de la matinée jusqu'à 10h. Jean-Pierre Colombiès, qu'est-ce que tu es là? Nicolas, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices, ou inversement. Bon, merci Jean-Pierre d'être là. Toi, tu es ancien policier, on te connaît bien maintenant, et merci. On va parler de ça parce que je sais que c'est des discussions que nous avons tous les deux, Jean-Pierre, avec ton expertise. Je voulais t'inviter là-dessus aussi sur la manifestation contre les violences policières de samedi, où ce fonctionnaire de police pris à partie par des black blocs, on va dire ça comme ça, sort de la voiture, il les met en joue, grosse polémique du côté de la NUPES, bien entendu, et ensuite des deux côtés. Toi, comment tu analyses cette séquence et qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment tu le décryptes, toi? Oui, il y a énormément de sujets, énormément de questions qui se greffent par rapport à ta question. Concernant, on va éliminer les uns après les autres, mais très rapidement. Concernant la réaction du fonctionnaire de police, je la comprends puisque j'ai été exactement dans la même configuration. Moi aussi, j'ai sorti mon arme lors d'une manifestation, mais c'était à l'époque dans les années 80, j'étais confronté tout à fait par hasard à une manifestation exactement dans le cas de figure du véhicule sérigraphié de l'autre week-end, sauf que moi c'était une voiture civile, j'étais dans la brigade des stupes à l'époque, et je suis tombé tout à fait par hasard sur une manifestation de sidérurgistes lorrains, et on a oublié à quel point ces manifestations de l'époque étaient tendues, et je me suis retrouvé dans ma voiture, retourné sur le toit par des manifestants qui voulaient en découdre et qui voulaient se faire du flic, et ils avaient été chercher des barres de fer, ils voulaient me sortir de la voiture, et comme ils étaient armés de barres de fer, j'ai sorti mon arme. Je n'ai pas tiré, heureusement, ils ont reculé, tant mieux. Mais je peux comprendre qu'effectivement, quand on est pris à partie, quand on est mis en danger, on est un réflexe de défense, un réflexe de survie, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas de débat. Vous êtes à 20 contre 1 ou contre 2 avec des barres de fer ou une volonté d'en découdre, voire de faire du mal, de blesser ou de tuer, peut-être pire. Écoutez, si vous êtes face à un flic qui sort son arme, tant pis pour vous. Ça, c'est le premier point. Cette manifestation soi-disant anti-violence policière, mais on a bien compris qu'elle était instrumentalisée notamment par la France insoumise, qui veut absolument créer une surtension entre la police et l'institution société, et la société. C'est un vieux réflexe anarchiste, tu sais, c'est pas nouveau ça. On l'a décrypté plusieurs fois sur des plateaux plus larges. Il y a toujours cette volonté de créer le surincident qui va enflammer la société et donc créer une configuration révolutionnaire. Et malheureusement pour la France insoumise, il se trompe d'interlocuteur parce qu'il s'associe, tu l'as bien vu, on l'a tous vu, avec la famille Traoré. Je devrais dire le gang Traoré, parce qu'il ne faut jamais oublier qui était Adama Traoré et ses frangins, qui sont tous connus pour des extorsions violentes, vraiment des choses pas sympas. Je veux dire, les infractions qui leur sont reprochées, c'est pas franchement sympathique. Sans parler du viol sur son co-détenu. Et ça, de moins en moins, peu de gens en parlent, c'est bien dommage, parce qu'il faut donner un autre point de vue de ce que sont les Traoré, notamment Adama. Pas un garçon sympathique, Adama. Violence volontaire, extorsion sur personnes vulnérables. Il faut savoir ce que ça veut dire sur personnes vulnérables. Ça veut dire que c'est soit des très jeunes, soit des très vieux. Donc ça donne, faut expliquer ce qu'est le profil de ces jeunes, de ce monsieur et de ses frangins, de sa fratrie et de sa demi-sœur qui, en fait, fait aujourd'hui la pub pour Louboutin. Donc voilà. Donc il y a tout ce shaker d'intérêts très divergents qui se met en place pour manifester contre la police, et on sent bien que c'est une volonté de créer, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une surtension et quelque chose qui pourrait exploser. C'est surtout dans un contexte incendiaire où la société, comme ça a été dit précédemment par ton interlocuteur qui a tout à fait raison, l'ambiance est explosive, elle est surtendue. Il faudrait pas grand-chose pour que ça pète, quoi. Tu vois, Jean-Pierre, quand j'ai vu cette séquence-là, j'ai pensé immédiatement au bouquin de Laurent Berton, Guérilla, le premier tome, où ça part de là, où il y a des policiers dans une cité qui sont pris à partie, l'un d'entre eux tire, il y a plusieurs morts sur le carreau, des policiers et des agresseurs ou des délinquants, et finalement Oberton trace toute sa trame, sur cet incident. Et est-ce que ça, concrètement, si là ça tire,
manifestement, la situation pourrait devenir incontrôlable. C'est ça qui fait flipper aujourd'hui. Mais c'est tout à chaque manif, à chaque regroupement. Ouais, mais Nicolas, on a déjà eu un précédent, les émeutes d'il y a quelques semaines, ou quelques mois, c'est ça. Oui. Je veux dire, c'est un contrôle qui se passe mal, suite à un refus d'obtempérer par un gamin de 17 ans qui n'a ni permis et qui est déjà connu pour ça. Donc ça bascule. Il y a quand même, alors après on va pas refaire le film, mais ça débouche sur des émeutes gravissime qui ont été nationales. Ouais. Imaginons, et ça c'est le scénario catastrophe que redoute l'État, le gouvernement, ce gouvernement d'autistes d'ailleurs, qui est sidérant ou de naïveté ou d'incompétence. Imaginons une mise en synergie de tous les mécontentements, à la fois sociaux et à la fois des banlieues. Là pour le coup, l'État contrôlerait rien. Et on l'a bien vu qu'ils ne contrôlaient rien, puisqu'ils ont envoyé sur le terrain le GIGN, le RAID, qui n'ont absolument aucune vocation à gérer du maintien de l'ordre ou du rétablissement de l'ordre. Ça prouve que ce gouvernement pédale dans le vide. Gérald Darmanin passe son temps à inventer ou à réinventer l'eau tiède, parce que ils n'auront aucun moyen. Je veux dire, ces gens-là, alors quand je dis ces gens-là, comprenons-nous bien, c'est pas que Emmanuel Macron, c'est tout un ensemble de personnalités politiques ultra-libérales. Ça a commencé depuis Pompidou, Giscard, Chirac. Bon, le point d'orgue, c'était Sarkozy, qui est une caricature de politicien, qui a accéléré sans finesse sur la déstructuration du service public. Qui dit ça, dit suppression d'un poste sur 2, dit on retire le service public dans les cités, dans les quartiers. On voit les conséquences, les caïds ont pris la main et on maîtrise absolument plus rien. Donc là, le constat, il est qu'aujourd'hui, la société se fracture, qu'elle est hyper tendue. On parle des stupes, mais on pose pas la bonne question. Pourquoi les gens consomment autant? On est une société qui consomme de plus en plus de psychotropes, qui est malade, qui n'est pas bien. D'anxiolytiques, d'antidépresseurs. On a écrasé la population avec le Covid, et là, j'en démords pas. Et je l'ai dit sur tous les médias qui m'ont laissé une fenêtre d'ouverture. On a hystérisé cette situation. On a mis sous masque une société entière, on l'a rendue folle, et donc les gens ne sont pas bien, tout simplement. Ils sont pas bien. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un discours anxiogène, soit au travers des faits divers. On le voit bien, une disparition tous les 2 mois, enfin la disparition du petit Émile, aujourd'hui la petite Léna, et on passe ça en boucle sur les chaînes télé. Et donc qu'est-ce que ça provoque? Si on rajoute à ça, donc Covid, actualité sociale tendue, la guerre en Ukraine, surtout qu'il y a des guerres partout, maintenant c'est le Haut-Karabakh, et des faits divers qui sont mortifères, il vaut mieux fumer un pétard que d'aller consulter un psy, ça coûte moins cher. Donc on est dans cette configuration où plus personne ne maîtrise rien, et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Alors on va continuer. Merci en tout cas. Vous êtes très très nombreux sur le live aujourd'hui, plus de 1200. N'hésitez pas à continuer à partager, à liker, mettez des pouces s'il vous plaît, commentez sur le live, posez vos questions à mes invités, posez vos questions à Jean-Pierre Colombiès qui est là, qui nous fait l'amitié de venir par nos studios. Et information très importante, nous venons de passer en direct les 30 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci, vous êtes très nombreux ce matin. Continuez à partager sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez, de manière à ce que vos voisins, vos amis, votre famille puissent continuer et regardent et découvrent Toxin. Allez, on continue, Jean-Pierre Colombias. Oui, tu le disais. Je voulais revenir sur un truc, Jean-Pierre, là-dessus. Tu disais, si à un moment donné, il y a une agrégation de ces colères, la colère des plus populaires des quartiers et la colère sociale. J'ai déjà entendu ça récemment, quelques jours, discuter avec un artisan qui me disait la même chose. Il me dit, si ces 2 blocs se mettent ensemble pour l'inflation, pour le prix de la vie chère et ça peut, le gouvernement aurait une situation à gérer absolument incontrôlable. Non, mais Nicolas, ce qui sauve l'État, là, ce qui sauve Macron et son orchestre, clairement, c'est que les intérêts sont divergents. T'as une population qui est en souffrance parce que elle galère pour payer son plein d'essence et remplir le caddie. En face, t'as quand même des types dans les cités qui, pour certains, je dis pas tous, attention, parce que dans les cités, on oublie qu'il y a quand même 9 dixièmes des individus, des personnes qui y vivent, qui y résident, qui se lèvent le matin à 5 heures pour aller bosser. Ces gens-là. Et tu les connais bien, ces cités, parce que tu as travaillé longtemps dedans. Et j'ai grandi dedans, Nicolas. Je viens des cités. Tu as grandi dedans, je viens des cités des quartiers nord de Marseille, donc je connais ces cités. C'est pas peuplé de feignasses, comme dirait un certain président. Moi, quand j'évoque les paroles du président, je t'avoue, j'ai les poils qui se dressent sur le corps. Quand il c'est comme tous mes invités, c'est pareil. Qui parlait des feignants. Ce monsieur qui a jamais vécu, faut le dire, il a pas grandi. Il connaît pas le peuple, il connaît pas la population. Quand on passe des bancs d'école à la fac et qu'on vit dans le giron d'une maman putative, je suis désolé, on connaît pas la vie. Voilà, tout simplement. Je suis méchant ce matin, peut-être, mais moi j'en ai gros sur le cœur parce que au final il y a encore des morts. Hier soir, chute la vie, Marseille, 2 morts. Enfin, est-ce que quelqu'un va enfin se réveiller dans ce pays alors qu'on a un ministre de l'Intérieur qui vient de nous créer la phare? Tu entends ça?
Je ne sais pas si les auditeurs entendent la phare, la force d'action rapide. Qu'est-ce que c'est encore ce bidule? Eh ben, ce bidule, comme il n'y a plus de policiers dans les secteurs et que donc on envoie soit la CRS 8, excusez-moi, c'est nerveux, je ris, soit pour lutter contre le trafic de stupes, on envoie des CRS. Bon, quand on est un peu sérieux en matière de sécurité, quand on dit ça, on a tout dit. Enfin, en tout cas, ça ferait rire un cheval de bois. Ouais. Peu importe, mais on envoie la phare, force d'action rapide, qui est une force créée nouvellement, force de 200 fonctionnaires qu'on va envoyer comme des missiles homicides judiciaires dans les secteurs où ça coince, où ça craque, où il faut faire des actions judiciaires ponctuelles et rapides. Ça n'a strictement aucun sens. Et j'espère que cette émission est enregistrée, parce que ce que je dis là, Nicolas, tous les flics sérieux de ce pays le savent, le pensent, sauf qu'ils ne le disent pas. Et malheureusement, les syndicats, depuis trop longtemps, sont complices de cet accompagnement, dans cet accompagnement de mesures, de mesurettes, qui sont simplement des, je dirais, enfin, c'est du cirque. Ouais. Tu entends ce que je dis? C'est du cirque, c'est pour les médias qui te fait ça. Et c'est pour les médias que ces initiatives sont prises. La CRS 8, c'est de l'affichage complet. Ouais. Ça n'a aucun sens. La preuve en est, c'est qu'il n'y a pas un jour, alors il y a des périodes de calme, hein, peut-être qu'il faut recharger les munitions, ou en tout cas peut-être parce qu'on a éliminé l'ennemi temporaire du moment, mais ça continuera. Vous m'entendez, là, ça continuera. On ferme un commissariat sur 2 à Marseille. Ouais. On ferme purement et simplement des commissariats. La nuit, il n'y a pas de voiture de police dans la rue, d'accord? On ferme il y a un commissariat sur 2 fermé la nuit, et on a fermé 2 commissariats pour faire des fusions de commissariats. Ça ne veut pas dire qu'on renforce, ça veut dire qu'on met en commun la misère. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, je peux te les citer. Pourtant, Darmanin et consorts viennent sur les plateaux télé et dans les émissions radio pour nous expliquer qu'il y a encore plus de fonctions de police. Tu le sais, tu l'entends, j'imagine que c'était hérisse de poil. Là, tu veux m'énerver. Là, tu veux m'énerver. Ah non, mais je sais, Jean-Pierre, j'aime bien te titiller le matin, il est 8h34 et merci d'être là avec nous. On avait parlé la fois, on a l'impression qu'à Beauvau, les mecs, ils font des flics dans des Thermomix, tu sais, dans des Magimix, et qu'ils les sortent comme ça, tu sais, sur les chaînes. Non, mais c'est la police dingue. Entre la réalité et ce qu'ils racontent, c'est dingue, ce que tu dis là. Il y a un gouffre. C'est pas compliqué. Il y a un gouffre. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des commissariats en région parisienne. Il faut le dire, il faut que les gens le sachent. En région parisienne, petite couronne, mais il y a des commissariats qui ne sont plus en état de fonctionner et qui n'ont plus la capacité humaine de créer des patrouilles. Est-ce que les choses sont claires quand je dis ça? C'est-à-dire que moi, j'ai connu des commissariats avec 160, 200 fonctionnaires qui aujourd'hui sont à 60, 70 fonctionnaires. D'accord ? Ça veut dire que concrètement, ces services-là, il y a encore le drapeau bleu, blanc, rouge, il y a un peu de lumière la nuit, mais il n'y a plus personne en termes opérationnels. On en est là. Ouais. On en est là. Donc, il y a, et tout ça, si tu veux, rentre dans un cadre je dirais de modèle de société. Alors, Macron va pas jusqu'au bout de sa pensée, parce que s'il le disait, alors là, les gens comprendraient effectivement à qui ils ont affaire. Un modèle de société ultralibéral. Alors, sur ce même plateau, quelqu'un un jour disait, je crois que c'était un journaliste du Point, qui disait, mais je ne sais pas quelle est la dénonciation. Tout le monde dit ultralibéralisme, on me donne pas de définition. Je vais un peu l'aider dans sa réflexion. Je veux dire, nous vivons dans une société libérale, c'est-à-dire un modèle capitaliste où il y a des échanges, et ma foi, c'est pas mal. Je trouve que ça fonctionne relativement bien. Système très libéral, c'est lorsque ces échanges sont internationaux et qu'il y a, je dirais, un soutien financier via l'actionnariat, et voilà, il y a un modèle économique qui, à mon avis, fonctionne pas trop mal dès lors qu'il est contrôlé. Et l'ultralibéralisme, si ça peut l'aider à la réflexion, c'est lorsque ce système est allé jusqu'au bout, jusqu'à sa caricature, et lorsque nous ne sommes plus dans un système de marché libre, mais c'est lorsque le marché fait sa loi et qu'il devient supérieur à la loi des États. C'est ça l'ultralibéralisme. C'est l'argent fou, c'est la financiarisation totale des systèmes, l'écrasement de l'individu et des systèmes politiques par l'argent. C'est ça l'ultralibéralisme. Et nous vivons sous ce paradigme où nous avons des hommes d'État, pas que Macron, au niveau européen, on voit bien que c'est ça qui sous-tend, c'est l'argent qui fait la loi aujourd'hui, et on oublie, mais que derrière tout ça, il n'y a pas que des clients, mais il y a aussi des citoyens, et on les pressure, on leur pique le fric tant qu'on peut, on les raquette, parce que je suis désolé, la TVA, c'est quasi du racket sur les pauvres gens. C'est ça que ça touche. Ça touche pas les grandes fortunes. C'est un peu le but, hein. Ça touche les pauvres gens. Ça touche ceux qui n'ont pas le choix que d'aller au supermarché, qui n'ont même pas les moyens, parce qu'on parle de commerce de proximité. Sauf que ça coûte cher, les commerces de proximité. Ça coûte plus cher. Pourquoi le bio s'écroule? Moi, je vois dans mon quartier, il y a un magasin bio sur 2 qui ferme. Pourquoi? Mais parce que c'est beaucoup trop cher. Moi, j'ai pas les moyens d'être bio, je suis désolé. La plupart des gens, 90% des gens, n'ont pas les moyens d'être bio. C'est mignon, tu payes 1 kilo de tomates 10 €, mais tu as vu jouer ça? On a vu jouer ça.
Jean-Pierre, je voulais qu'on termine là-dessus, il nous reste encore 5 minutes, c'est intéressant, mais ils ont la solution, ça y est, on en a parlé, on a préparé l'émission. C'est forcément, c'est quoi qui nous ont sorti? C'est les réserves. Je sens que tu vas m'énerver. La réserve opérationnelle, mais ça y est, on a la solution. Ah oui. Boucher, le charcutier, mon paysagiste ou le plombier ou moi-même. Tu fais 15 heures de formation, 15 jours de formation et non, pas 15 jours, ouais, enfin 15 jours maximum. Je savais que tu allais m'énerver. Ah ben oui, c'est là pour ça, Jean-Pierre Colombiès. La réserve opérationnelle. Oyez, écoutez-moi bien, moi je vais vous dire des choses très crûment, ce sont les bavures de demain. Pourquoi? Parce que rappelez-vous les discours de Darmanin et de Macron, on va mettre du bleu dans la rue. Ouais. Alors, du bleu dans la rue, les gens sont pas très curieux, ils ont pas demandé si c'était du bleu police municipale ou du bleu, je sais pas, on allait repeindre les murs en bleu peut-être. Ouais, ou du homard bleu aussi. Du homard bleu. Ce sera pas du homard bleu, ça. Et donc, on crée la réserve opérationnelle et la bingo. On crée ce machin. Alors là, ce machin, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, ce sont des citoyens lambda qui, alors il y a un délai, ils peuvent pas être policiers, faire partie de la réserve opérationnelle toute l'année. C'est 90 jours, c'est très limité dans le temps. C'est payé l'équivalent, c'est 95 € par mois, je crois, sous réserve d'une vérification plus précise. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas l'Eldorado. Sauf que on va former des gens très rapidement. Mais vraiment, c'est une formation low cost, super low cost. Et au terme de cette formation, on va retrouver des gens lambda avec un gilet pare-balles et un pistolet 9 mm sur le côté. Je dis ça, je dis rien. On a déjà un problème de recrutement dans la police nationale. Un vrai problème de recrutement. On recrute à 6-7 de moyenne quand même. C'est inquiétant, c'est très inquiétant. Des gens qui n'ont pas véritablement la vocation. Et on a déjà un problème de formation dans la police nationale. D'accord ? Et on va mettre sur le tapis, sur le terrain, des gens qui n'ont aucune formation, armés. Non mais les gars, réfléchissez un peu à ce que vous faites, parce que soit ces gens seront en danger, soit ils mettront en danger les autres. Parce que dès lors que vous n'avez pas une formation optimum et que vous êtes armé, soit vous faites une bavure, soit vous faites tuer. Donc voilà, moi je dis simplement que cette folie de mettre ça, ce seront les emmerdes de demain, Nicolas, pour parler clair. Parce que dans le même temps, notre Gérald Darmanin, et là je passe un gros coup de gueule sur votre antenne, continue sa réforme de la police judiciaire avec la départementalisation de la police, et ce débat qui est très compliqué n'est abordé par personne, vous m'entendez ? Personne, parce qu'ils ont la trouille d'empêcher ça, parce que tout simplement, la droite comme la gauche a intérêt à déstructurer la PJ. Alors, on ne l'a pas vraiment, je ne sais pas si on l'a vraiment évoqué avec toi sur d'autres plateaux. Allez, je te laisse 2 minutes, mon cher Jean-Pierre, pour le faire. 2 minutes, allez. Non, mais c'est trop court, il faudra qu'on fasse un débat rien que là-dessus. On refera une émission. Vraiment, parce que les gens ne le perçoivent pas, mais on arrive là à une atteinte contre la démocratie, contre l'égalité de traitement des individus devant la justice et surtout devant sa police, qui est inadmissible. Déstructurer la police judiciaire, c'est tout simplement donner les clés du camion au grand banditisme et à la mafia. Voilà, je synthétise, je résume. Mais il faut réveiller les consciences. J'essaie de secouer les politiciens, j'y arrive pas. Tout seul, on peut pas faire grand-chose, si ce n'est pousser des coups de gueule dans des espaces médiatiques. Et je vous en remercie comme celui-ci. Voilà. Bon, merci beaucoup, Jean-Pierre Colombiès. Toi, tu es ancien policier, tu as été policier pendant longue décennie. Tu connais 35 ans, c'est quand même pas une paille. Non, merci d'être passé par nos studios. Merci de ton amitié. En tout cas, merci de ce franc-parler ici.